Donc, merci pour cette initiative de mettre en avant Kano comme figure inspirante de l'éducation. Donc, je me suis autorisé à intégrer Pierre de Coubertin dans l'histoire, et puis je vais vous développer un petit peu quelques raisons, puis on verra à la fin si mes propositions étaient pertinentes par rapport aux logiques de ces 3 journées. En tout cas, j'ai entendu parler de Pierre de Coubertin ce matin, j'ai entendu en début d'après-midi, donc on va peut-être pouvoir continuer à aborder cette dimension. Alors, la piste de ma réflexion va être d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une pédagogie sportive universelle, simplement pour voir si, entre finalement 2 histoires qui sont quand même fort différentes, avec 2 contextes culturels différents, on peut quelque part aborder cette dimension. Alors j'interviens donc au niveau de 2 institutions, la Société francophone de philosophie du sport et puis le Comité international Pierre de Coubertin. Et puis pour terminer sur cette première diapositive, je voudrais préciser qu'il y a peut-être déjà 2 points communs qu'on pourrait proposer avec Coubertin et Kano, c'est, on va dire, leur appétence pour voyager, ou en tout cas l'autorisation qui leur a été proposée pour voyager, et puis aussi leur compétence pour développer des revues et pour, quelque part, développer différentes thèses. Et puis enfin, je n'ai pas mis de fond d'écran tel que demandé. Par contre, j'ai transgressé la consigne, donc j'ai mis quand même le symbole du congrès sur chaque diapo. Alors, par rapport à Coubertin, donc on pourrait s'interroger sur est-ce que Coubertin est une figure inspirante de l'éducation et est-ce que l'éducation olympique peut être une perspective universelle de la pédagogie au-delà, on va dire, du geste sportif. Alors, je voudrais, par rapport à ça, préciser que par rapport à l'histoire de Coubertin, Coubertin a plusieurs facettes et je voudrais rappeler qu'il existe toujours actuellement donc une fondation de Coubertin qui est plutôt orientée vers l'enseignement professionnel, qui se trouve à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et puis, ça nous rappelle effectivement que Pierre de Coubertin, à partir des années 1920, s'est intéressé à l'éducation ouvrière ou l'éducation populaire, notamment avec le Bureau international du travail, et qu'au-delà de l'olympisme, on peut s'intéresser à Pierre de Coubertin sur d'autres facettes qu'il est amené lui-même à développer. Alors, première mise en relation, donc deux perspectives. Une première en haut, qui est plutôt proche de Kano sur le fait qu'un homme sage peut atteindre des multitudes et le savoir d'une génération peut profiter à 100 autres. Je me permets peut-être de mettre en résonance une autre formule de Pierre de Coubertin, pour que 100 se livrent à la culture physique, il faut que 50 fassent du sport. Pour que 50 fassent du sport, il faut que 20 se spécialisent. Pour que 20 se spécialisent, il faut que 5 se montrent capables de prouesses étonnantes. Et je pose juste une question par rapport à la notion du champion. Est-ce qu'on peut considérer qu'un champion est un homme sage, tel que Kano pourrait le développer? En tout cas, derrière cette question, il y a pour moi un intérêt à la fois éthique, puisqu'on a parlé d'éthique en début d'après-midi, il y a un intérêt éthique à s'interroger sur le rôle qui est tenu par un champion au sein d'une culture. Et donc, je me permets, à travers ces 2 phrases, de mettre en apposition et non pas en opposition, on va dire, ces deux figures de l'éducation. Par rapport au projet d'histoire de vie, donc ce n'est pas réellement les histoires de vie de Coubertin et Kano que je mets en relation, c'est plutôt rappeler qu'il n'est peut-être pas inutile de discuter les discours, les valeurs et les actes qui peuvent être quelquefois indépendants du temps et du lieu. Et en même temps, il est nécessaire de prendre en compte des contextes variés. Alors j'ai mis un peu
en superposition la thématique de l'exposition universelle, avec en haut l'exposition universelle de 1900 sur Paris, et puis la prochaine qui aura lieu au Japon, simplement pour rappeler que quand on parle de l'olympisme ou de l'éducation olympique, de rappeler qu'à l'origine, les expositions universelles avaient été une bonne aide pour ces initiatives, même si, on va dire, les administrateurs de l'exposition universelle voyaient l'olympisme comme quelque chose d'un peu émergent et pas trop, finalement, pas trop intéressant. Alors, sur l'idée de combat, on peut rappeler que le combat est un phénomène universel qui a toujours existé, et partout sous des formes très diverses. Ça va de soi. Donc, par rapport au judo, bon, j'ai fait une mention au judo féminin pour rappeler effectivement que par rapport à Coubertin, se pose la question de son regard qu'il portait à la pratique féminine. J'aurai l'occasion de reparler peut-être tout à l'heure avec les fédérations internationales, mais en tout cas de considérer que tous les discours de Pierre de Coubertin sont intéressants à recontextualiser dans l'époque et aussi à, quelque part, de pouvoir l'interroger au regard de ce qui peut se vivre au quotidien actuellement dans différentes fédérations sportives. Alors, une petite incise sur 1940, puisque les Jeux olympiques devaient se tenir à ce moment-là, donc à Tokyo, donc ils ont finalement été annulés, mais simplement pour rappeler, donc à partir de quelques symboles qui sont présents ici, c'est le fait que de 1912 à 1940, Coubertin a été relativement attentif à l'arrivée de canaux dans le mouvement olympique. Donc, il est arrivé en 1909, je le rappellerai tout à l'heure. Il a accompagné la délégation japonaise donc en 1912 au JO de Stockholm, même s'il y avait très peu de Japonais qui étaient présents. Mais en tout cas, on peut considérer que Coubertin, donc dans les dernières années de sa vie, a développé un petit peu cette idée que l'idéal olympique devait évoluer avec le temps et que la culture japonaise pouvait être quelque part un stimulus tout à fait bienvenu, en sachant que le Japon, donc ça c'est Coubertin qui s'exprime, a historiquement valorisé le concept d'harmonie qui cherche à créer une nouvelle culture en acceptant les cultures étrangères. Et donc pour Coubertin, compte tenu de ce contexte, et afin de faire des Jeux olympiques un élément commun de la culture mondiale à une époque multiculturelle, la mission du Japon pourrait être de démontrer un nouvel idéal pour le mouvement olympique en harmonisant l'olympisme avec la culture japonaise lors des futurs Jeux olympiques de Tokyo, donc de 1940. Alors, donc Kano a été nommé donc comme un haut fonctionnaire d'État, donc au CIO, donc sous recommandation de l'ambassadeur de France Auguste Gérard et du ministre japonais des Affaires étrangères. Donc simplement pour préciser qu'au-delà de la personne de Jigoro Kano, il y a aussi quelque part non pas un homme d'État, mais un haut fonctionnaire qui est en mission pour intégrer le mouvement olympique et voir dans quelle mesure il peut y avoir une forme d'inclusion, j'utilise cette formule, une forme d'inclusion de l'olympisme au sein de la culture japonaise. Alors, quelques éléments qui reprécisent un petit peu les initiatives de Kano, qui a mis son énergie pour cette candidature de Tokyo. Donc, ça a commencé dès 1931, dès que la ville de Tokyo a développé le désir d'être ville olympique. En septembre de 1932, Kano assiste à la session du CIO à Los Angeles, et puis il explique au président de l'époque, le Belge Henri de Baillet-Latour, tout l'intérêt pour le mouvement olympique d'aller du côté du Japon. En 1933, on peut considérer que l'arrivée d'un troisième membre japonais au CIO est aussi une manière un petit peu de renforcer, on va dire, la demande, et puis de rappeler que depuis l'existence de la Société des Nations, la Société des Nations est aussi une institution qui est tout à fait,
on va dire, en lien avec ce qui se développe au niveau de l'olympisme. Alors, selon les termes repris par Pierre de Coubertin, donc Cano est porteur d'une grave détermination, c'est-à-dire que pour lui, les Jeux olympiques doivent naturellement venir au Japon, et sauf en cas d'injustice, et pour rappeler que si les Japonais, depuis 1912, ont fait le voyage pour aller en Europe, puis en 1932 aux États-Unis, il n'est pas impensable que les Européens et les Américains viennent au Japon. Et donc, il y a aussi des relations diplomatiques là qui sont à développer, notamment pour rappeler quel est le centre de gravité on va dire, de la diplomatie de l'époque. Et donc, le Japon s'inscrit dans cette diplomatie, on va dire, internationale, à travers une forme de diplomatie sportive. Alors, le Japon, tel que le voyait Coubertin dans certaines publications, vous avez quelques exemples de formulations qui datent de l'époque. Alors, je reprends un peu un aspect que développe Coubertin, à savoir que même si nous avons la fâcheuse habitude de juger les peuples lointains exclusivement d'après nous-mêmes, et il semble important également de ne pas ignorer leur histoire, leur tempérament, leurs valeurs propres, et de considérer qu'il ne serait pas inintéressant, quelque part, de ne pas se limiter à nos propres fantaisies et d'apprendre à les voir tels qu'ils sont, même si la distance est plutôt une distance importante en termes de culture. En tout cas, bon, ces citations que je vous propose, voilà, c'est de rappeler que dans les nombreuses publications de Coubertin, il y a des références qui sont faites par rapport à l'Asie et notamment au Japon, et notamment dans un article qui s'appelle « La politique extérieure en 1900 », Pierre de Coubertin rappelle que du jour où la lutte entre la civilisation chinoise et la civilisation japonaise a transformé l'Asie, la France, dont la politique en cette partie du monde ne saurait être effacée, a eu le choix entre deux termes, ou bien laisser le Japon poursuivre son œuvre en l'y aidant au besoin, et en prenant d'avance les précautions en vue de l'inévitable démembrement du Céleste Empire, ou bien se rendre indispensable à la Chine en la protégeant contre les empiétements éventuels qui la menacent. Dans un cas comme dans l'autre, la France ne pouvait agir sans tenir compte des intérêts russes. Et là, je fais une incise sur un autre ouvrage qui s'appelle « L'avenir de l'Europe », où Pierre de Coubertin précise que la Russie est là, inconnue formidable, qui peut-être réclamera les Ruthènes comme ses fils légitimes. Alors, on n'est pas tout à fait dans la notion d'éducation au sens strict, mais en tout cas, ce que je voulais vous proposer ici, c'était de considérer que les écrits de Pierre de Coubertin sont des écrits qui sont très éclectiques, et donc les extraits que je vous propose sont aussi des manières peut-être de percevoir l'activisme ou l'hyperactivisme de cet auteur pour développer ce qu'il appellera tout à l'heure, enfin ce que je nommerai tout à l'heure, une éducation à l'universel. Donc encore un autre exemple dans le livre « Où va l'Europe » sur le triomphe de l'asiatisme, tel qu'il l'appelle. Alors je ferai juste un point sur cette notion d'individualisme. Effectivement, on peut peut-être relever que dans, on va dire, les distinctions à faire entre une culture japonaise et une culture française, ou en tout cas une culture européenne, voire nord-américaine, se pose le phénomène de l'individualisme à côté d'un autre phénomène qui est d'être ensemble. Et donc, j'ai utilisé cette notion de self-determination pour rappeler que, par exemple, dans le domaine de la psychologie du sport, on a tendance à considérer que cette auto-efficacité ou cette détermination personnelle est l'une des clés de la réussite sportive. Il faut concevoir que dans d'autres cultures, et notamment la culture japonaise, cette notion de self-determination n'a pas du tout le même impact.
Et donc, une revue de littérature en psychologie du sport peut effectivement nous ouvrir sur d'autres aspects des composantes qui favorisent la réalisation optimale des performances. Alors, par rapport à l'olympisme, il me semble important aussi de rappeler que quand on parle du Comité international olympique, il ne faut jamais oublier le rôle des fédérations internationales qui font partie de cette docte assemblée et de rappeler que des batailles de territoire âpres ont toujours existé. Donc en football, se rappeler que la Coupe du monde de football qui a été créée en Uruguay au début des années 1930 a permis donc au football de faire scission avec le CIO. Le tennis également a eu des conflits très forts avec le CIO. Le hockey sur glace lors des premiers Jeux d'hiver également. Et pour ce qui concerne le judo, j'aurais tendance à dire que le judo s'est institutionnalisé plus tardivement que les autres fédérations. Mais en tout cas, et je pense avoir entendu en début d'après-midi que la fonction des fédérations internationales est effectivement à interroger sur le développement du mouvement olympique et le développement de nouvelles formes de pratiques sportives au sein des fédérations, en sachant que au niveau, si on parle de Paris 2024, hein, ce sont les fédérations internationales qui gèrent le programme et non pas les fédérations nationales. Et puis, dernier point sur la place, on va dire, des femmes dans le sport, hein, de rappeler que si le CEO et Pierre de Coubertin, notamment, peuvent faire l'objet de certaines critiques, il faut rappeler que les membres des fédérations internationales ont été aussi très concernés par, quelquefois, la difficulté à intégrer les femmes dans les compétitions internationales. Donc voilà, je voulais aussi reprendre cet aspect-là. Donc j'ai juste nommé le principe hein, que le judo qui était contenu dans la fédération de lutte donc a pris son essor donc en 1946. Alors quelques exemples de citations de Pierre de Coubertin. Donc une première dans un bouquin qui s'appelle La pédagogie sportive qu'il a développé et réécrit à partir des années 1920. Ensuite, une autre sur la gymnastique utilitaire, là j'y reviendrai tout à l'heure, de considérer qu'il intègre cette notion de ce qu'il appelle les japonneries, qui n'étaient pas inconnues de l'hémisphère occidental, mais que les Asiatiques ont supporté par la perfection du détail un haut degré d'efficacité. C'était une manière dans les leçons de gymnastique utilitaire de considérer qu'il était intéressant de s'ouvrir à ce qui se faisait dans d'autres cultures que celles qui se développaient en France. Alors, un clin d'œil sur une notion qui est développée par Pierre de Coubertin, c'est celle de religio athletae, avec peut-être un élément de précision, et je pense qu'on peut faire des liens avec ce que Cano développe dans d'autres aspects. Donc, pour lui, la notion de religio athletae suggère que l'athlète est une personne humble et intègre qui accepte d'occuper la place qu'une société lui octroie. Ainsi, le religio athletae apparaît comme une figure d'humanité où se conjugue une compassion envers les autres et une transcendance au-delà de soi, au service d'une part d'une réunification de l'homme avec ses racines et d'une nécessité pour lui de réaliser ses obligations civiles, et d'autre part, il précise, d'une obligation de développer des qualités physiques afin de les mettre au service du bien commun en s'abstenant de tout ce qui pourrait les dégrader inutilement. Donc je voulais mettre en avant un peu cette dimension développée par Pierre de Coubertin. Une autre notion que je voudrais associer, c'est d'une part la notion du club de judo que Cano définit comme étant le prolongement naturel de la famille, comme un élément de base de l'éducation, qui sont les mêmes qu'au sein de la famille, respect d'autrui, respect des valeurs morales, respect des lieux, et de mettre un peu en résonance ce que Pierre de Coubertin appelle le gymnase antique, qui est pour lui un espace pour vivre le rythmique, c'est-à-dire un rythme adapté à ses propres besoins. Et donc, pour lui, le gymnase antique
est par excellence le temple de l'entraide et de la concurrence. C'est là que la force et l'idée, l'individu et la société se rencontreront pour s'appuyer ou se heurter. Agitation normale qui est comme la condition du progrès humain. Donc ce point me paraît également une manière de faire dialoguer ensemble deux visions de ces deux personnes. Sur la gymnastique utilitaire, on peut considérer que Pierre de Coubertin a développé la notion d'hygiène et dans ce comité de la gymnastique utilitaire, il a développé différents aspects où, quelque part, ça lui donne l'occasion d'intégrer la notion de record mondial, de record personnel, de record moyen, qui deviennent pour lui des poteaux indicateurs qui jalonnent la route de la valeur corporelle à travers la vie. Et pour lui, ces trois records, le mondial, le moyen, le personnel, apprennent à voisiner en un petit carnet de poche qui sera peut-être peu encombrant et infiniment intéressant. Et c'est une manière pour chacun de se connaître soi-même. Et ça rejoint peut-être une question qui avait été posée tout à l'heure sur les buts de performance et les buts, on va dire, de tâches, hein, c'est-à-dire de voir comment la gymnastique utilitaire peut être l'occasion d'aborder ces différents aspects. Alors, par rapport à Pierre de Coubertin, à partir des années 1925, quand il est relevé de ses fonctions de président du CIO, alors relevé en sachant qu'il avait plus ou moins choisi son départ en 1921, en souhaitant qu'en 1924, les Jeux aient lieu à Paris. Donc, dans le bulletin de l'Union pédagogique universelle, il développe l'idée que une forme de paix universelle peut être envisagée et d'envisager dans quelle mesure l'heure peut sonner de décider si l'histoire doit continuer d'être utilisée comme fabrique d'armes de guerre ou s'il lui sera rendu possible de jouer le rôle pacificateur dont elle est capable. Et là, ça m'amène à faire des liens avec le Bureau international de la paix qui a été créé en 1891, donc quelques années avant le CIO, en rappelant que le jour de la naissance du CIO, il y avait à la Sorbonne plusieurs membres de ce Bureau international de la paix. En tout cas, rappeler que quand on parle de Canot et Coubertin, on peut s'intéresser à cette notion de paix universelle et à cette notion de l'art de la paix qui se dialogue ou pas avec l'art de la guerre. Et puis peut-être un lien qui a été précisé déjà ce matin, c'est les relations que Canot a pu mettre en place avec Ferdinand Buisson, qui a été prix Nobel de la paix en 1927. Et même si Ferdinand Buisson et Pierre de Coubertin n'ont pas été toujours en relation constante, on peut considérer que là, il y a des corrélations ou des correlations qui sont intéressantes à mentionner. Donc, par rapport à l'histoire du Japon, et notamment en rappelant qu'entre 1968 et 1910, les frontières japonaises ont fort évolué, et donc de rappeler que connaître l'histoire du Japon et connaître la géographie du Japon n'est pas inintéressant quand on veut faire œuvre de diplomatie sportive, donc au niveau olympique. Alors, pour terminer l'histoire, donc on peut rappeler que par rapport à l'olympisme, le 4 mai 1938, Jigoro Kano revenait du Caire en Égypte après une assemblée générale d'un CIO. Hein, donc, on peut considérer que bon, non pas qu'il est mort sur le champ de l'olympisme, mais en tout cas de considérer que l'histoire olympique et Jigoro Kano sont quelque part liés. Et puis, peut-être un petit clin d'œil pour Pierre de Coubertin, en rappelant que le 2 septembre 1937, alors qu'il vient d'être fait citoyen d'honneur de Lausanne, donc il est victime d'une crise cardiaque dans une allée du parc de la Grange à Genève. Hein, donc il a été un fort moment au niveau de Lausanne. Il a terminé sa vie à Genève, pas loin de la Société
des nations. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil pour faire lien avec ces fins de vie de ces personnages. Premier élément de conclusion, rappeler que à l'occasion, on peut aller voir du côté d'un film donc, fait en 1945 sur cette histoire qui met en scène un judoka qui domine un boxeur américain et un maître de karaté, et rappeler un ouvrage qui est sorti récemment du côté de Limoges, l'université de Limoges, sur le sport et cinéma, hein, qui nous rappelle combien le cinéma peut nous rapprocher et nous mettre à l'épreuve du réel. Mais derrière le titre du film là, que je vous propose, c'est de considérer qu'on peut être intéressé sur l'idée qu'une activité corporelle va subir différentes phases pour son implantation dans une culture. Alors cette phase-là, donc j'ai mis deux exemples, c'est-à-dire les relations qui pouvaient exister entre la lutte, la boxe et le judo. Donc là, c'était une thématique qui était fort développée entre 1900 et 1912 en France, à savoir est-ce que le boxeur, le judoka ou le lutteur avait la meilleure technique ou la bonne technique à utiliser. On peut avoir d'autres interrogations quand, dans les années 1930, on peut s'interroger sur, entre le judo, l'aïkido, le karaté, quelles sont les disciplines qui sont les plus, on va dire, pertinentes à prendre en compte. En tout cas, de rappeler, et je pense qu'en début d'après-midi, on l'a abordé, de rappeler qu'une pratique, quand elle est innovante, est en général mise en œuvre par des personnes qui sont minoritaires mais qui sont passionnées. Il faut un certain temps pour que, face à la résistance de la part de pratiques corporelles déjà installées, une forme de légitimation se mette en place. Et ce n'est que dans une quatrième phase qu'un processus d'éducation va pouvoir faire œuvre de transmission vers les générations les plus jeunes. Alors sur l'idée de transmission, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais je reviens sur la fondation de Coubertin pour rappeler que les trois mots de cette fondation, en direction on va dire des jeunes professionnels, sont passion, excellence et transmission. Et donc je voulais peut-être conclure là-dessus pour rappeler que le judo est une activité qui a fort évolué entre celle qui vient de son fondateur et puis ceux qui ont repris, on va dire, le flambeau. Et puis, de la même façon, l'olympisme, tel que le pensait Pierre de Coubertin et d'autres proches que lui, a aussi fort évolué. Et notamment, alors si on pouvait utiliser un seul mot pour conclure, hein, sur la question de l'amateurisme, hein, de considérer que entre la notion d'amateurisme et de professionnalisme, il y a une dialectique qui était présente dès le début de la fondation de l'olympisme et que cette question est toujours d'actualité. Et quand on a parlé de la caravane, enfin des compétitions de judo qui avaient lieu 2 fois par mois sur toute une année, on est bien quelque part dans cette évolution culturelle qu'on peut apprécier ou qu'on peut ne pas admettre, mais en tout cas considérer qu'une pratique corporelle est fortement influencée par son contexte culturel et est en totale évolution. Et pour conclure là réellement, et puis laisser peut-être la parole à des réactions, hein, de rappeler qu'il y a processus d'éducation lorsque effectivement une activité qui était minoritaire va devenir légitime dans un corps social et va pouvoir faire œuvre de transmission pour les générations les plus jeunes. Voilà, j'essaie de respecter le temps et puis de laisser le temps peut-être pour des remarques et des résonances. Merci Gilles. Effectivement, c'est très bien. Voilà, aussi bien en ce qui concerne le temps que pour la contribution que vous apportez. Tu peux remettre ta caméra, Valérie, tu peux remettre ta caméra. Oui, je recherche. Ça y est, donc ça y est, je suis revenue totalement, et non plus seulement avec la parole seulement, mais aussi avec
l'image. Donc, je voulais donc vous remercier pour effectivement le respect du temps et aussi pour cette contribution qui est en résonance avec effectivement d'autres propos déjà tenus durant toute cette journée. Je pense que ça serait bien que vous supprimiez le partage d'écran, Gilles, s'il vous plaît. Alors, je pensais l'avoir fait, mais... Ben, me semble-t-il que non. Alors, peut-être s'il y en a un de vous qui peut... Alors, C'est dans la barre inférieure, partager l'écran et peut-être en haut. Voilà, parfait. Voilà, mais merci pour celui qui a fait le travail. Donc, désolé, j'ai pas mis en fond d'écran ce qu'il fallait, mais je me suis arrangé à mettre ça sur les diapositives. D'accord, très bien. C'est très bien, merci. Alors, y a-t-il des questions à poser à Gilles? Ben, moi, je vais commencer alors, j'en ai une. Alors, bon, Philippe, donc alors à ce moment-là, ben, je vais vous donner la parole. Philippe, voilà. Oui, bonsoir, merci. Merci Gilles pour cette intervention et merci à tous parce que je me suis régalé toute la journée. Le sujet Coubertin-Cano est un sujet qui m'intéresse avec un certain nombre de partenaires. D'ailleurs, Gilles, je crois qu'on se rencontrera au mois de juin, le 13 juin, on a pris rendez-vous. Voilà, on a prévu un déjeuner ensemble. Voilà. Parce que je pense qu'il y a effectivement plein de choses à creuser sans vouloir faire comment dirais-je, de montage intellectuel artificiel. Mais enfin, ces deux parcours-là nous semblent particulièrement riches, ça c'est certain, et avec des correspondances, comme vous avez essayé de le montrer, comme vous l'avez montré d'ailleurs, avec des exemples très concrets, qui nous semblent intéressants de creuser. Soit dit en passant, au moment en plus où Tokyo 2020 passe le relais à Paris en 2024 et où on sera 60 ans après la victoire de Gezing aux Jeux Olympiques de Tokyo, au Budokan. Alors, j'ai une petite question là-dessus. Alors, je ne sais pas si Gilles, vous allez pouvoir me répondre, mais je pense qu'il y a suffisamment d'expertise autour de la table. Est-ce qu'on connaît bien l'opinion, j'ai eu des opinions diverses là-dessus, l'opinion de Kano sur l'introduction du judo au JO? Un certain nombre de spécialistes m'ont dit que le judo devait intervenir dès 40 pour les Jeux Olympiques qui étaient prévus à Tokyo. Bon, les Jeux n'ont pas eu lieu, on en a parlé. Mais est-ce que plus précisément, Kano était favorable avec cette vision-là? Alors, je vais faire deux réponses, et puis s'il y a des collègues qui veulent compléter. Ma première réponse, c'est que pour moi, la mission de Kano, c'était avant tout de faire venir les JO à Tokyo. Ça a été sa mission en tant que haut fonctionnaire d'État. Et donc, il s'est attelé à développer ce que j'appelle une diplomatie sportive, on va dire à 360 degrés. Donc, j'aurais tendance à dire que le judo n'était pas forcément le cœur de cible. Pour le deuxième aspect, il me semble que le fait qu'à l'époque, il n'y ait pas de fédération internationale faisait que peut-être le judo aurait été présenté comme activité, on va dire activité culturelle du Japon, mais n'aurait pas été intégré comme sport, puisque la règle du CIO, c'est de s'appuyer sur une fédération internationale pour accepter. Voilà un peu mes deux pistes, mais s'il y a d'autres échos. Alors, je viens de voir que Yves a levé la main, donc je ne sais pas si c'est pour entrer dans la discussion qui vient de s'amorcer ou si c'est pour poser une autre question, mais Yves, tu as la parole. Oui, on a le programme des Jeux de 1940. Et le judo est effectivement proposé comme une activité folklorique, c'est-à-dire une démonstration avant les combats de lutte, mais certainement pas pas en tant que discipline de compétition. Et effectivement, Kano s'est toujours montré assez clair sur sa réticence à ce que le judo devienne un sport de compétition, et en particulier olympique. Depuis 1909, s'il avait voulu que le judo rentre comme discipline olympique, il avait tous les moyens de le faire bien avant cette époque-là. Ensuite, il faut se rappeler que Kano, il est à la retraite depuis 1920, hein. Donc il a quitté les fonctions de président du comité olympique en 1921, il est président honoraire, et c'est le maire de Tokyo qui vient le chercher pour lui demander, parce que c'est pas l'État japonais l'État japonais, il est contre les Jeux Olympiques.
C'est le maire de Tokyo qui vient le chercher pour lui demander de porter la candidature de Tokyo, pas du Japon, mais de Tokyo, au JO de l'année suivante, donc à Los Angeles, effectivement. Et comme à cette époque-là, le pays organisateur doit également proposer les jeux d'hiver, il propose Sapporo. Donc c'était un package, en fait, Tokyo 1940 et Sapporo 1940. Mais c'est à l'initiative du maire de Tokyo. Simplement pour un autre élément, il y a 2 articles dans la revue olympique en 1906 et en 1908 sur le Jiu-Jitsu, donc avant l'entrée de Kano dans le mouvement olympique, et il y a 2 autres articles en 1912, en janvier et en juin, et avec cette fois-ci, donc on parle du judo et du professeur Kano. Voilà. Merci. Merci pour ces précisions. Y a-t-il d'autres questions qui veulent être posées? Bon, alors moi, la mienne, en fait, je me questionne un petit peu sur cette idée au fond, d'une pédagogie universelle qui finalement pourrait se construire sous l'inspiration de l'olympisme. En fait, on comprend bien que quand même la pédagogie ou l'éducation, elle s'inscrit toujours dans un contexte culturel particulier, et donc accéder à une pédagogie universelle, ça suppose transcender cet ancrage culturel particulier. Au fond, comment, selon vous, en quoi c'est vraiment possible, et sur quelle philosophie, finalement, cette approche de l'olympisme se fonde pour, si c'est possible d'y répondre, je ne sais pas, pour pouvoir envisager une pédagogie de l'universel? Alors, le paradoxe, c'est que Coubertin a commencé à développer un peu cette thèse de la pédagogie universelle quand il a quitté ses fonctions de président du CIO. D'accord. Donc, il commençait à être un petit peu âgé, mais ça ne l'a pas empêché de réfléchir. Donc, il a créé le Bureau international de pédagogie sportive, il a créé l'Union de pédagogique universelle. Donc, il a développé, on va dire, plus des pistes que des actions, puisque comme pour Kano, il était on va dire retraité, multi-retraité de ses activités. Et donc, je dirais qu'il a plus mis en place des jalons pour cette idée de pédagogie universelle, comme il a développé en termes de publication ce qu'il a appelé l'histoire universelle. En tout cas, cette idée d'universel, lui tenait à cœur. Et par contre, ce que je voulais signaler, mais par rapport à votre remarque, c'est que s'il a attendu de ne plus être président du CIO, c'est que peut-être justement le Comité international olympique n'est pas le lieu le plus adapté pour que cette notion d'universalité puisse être développée. Donc, et là, pour, on va dire, justifier le fait de mettre Coubertin à l'affiche de ces 3 journées, c'est justement de considérer que Coubertin, l'Olympien, c'est une facette du personnage. On a tendance à reprendre, notamment du côté de Lausanne, notamment au niveau du CIO, mais qu'on peut aussi s'intéresser à toutes les initiatives qu'il a essayé de développer à la fin du 19e siècle, notamment avec le politique Jules Simon pour, comme il disait, rebronzer un petit peu la jeunesse. Donc, comme on fait d'un pistolet pour le remettre en état. Donc, s'intéresser à ces dimensions, donc, ces perspectives éducatives avant qu'il s'intéresse à l'olympisme, et puis aussi ces pensées, on va dire, de jeunes retraités qui peuvent peut-être nous être utiles. Notamment, j'ai parlé du gymnase antique, de la gymnastique utilitaire, pour considérer que ce qui lui semblait important, c'était aussi de favoriser le calme et puis ce qu'il appelle l'eurythmie auprès des générations les plus jeunes, mais aussi auprès des adultes,
pour que, et vous vous souvenez de ce que j'ai mentionné sur Religio Athletae, c'est que pour les personnes, d'un point de vue hygiénique, ne dépassent pas leurs ressources pour qu'ils puissent rester aussi en bonne santé et ressentir, on n'en parlait pas comme ça au début, enfin à l'époque, peut-être des sensations de bien-être. D'accord, très bien. Voilà par rapport à vos remarques, mais le paradoxe, c'est, pour être encore plus court, c'est que le CIO, effectivement, n'est pas peut-être, on va dire, le parangon d'un lieu où on pourrait parler de pédagogie universelle. Ça marche très bien. Si je peux vous rassurer. Il me semble, Philippe, vous vouliez encore prendre la parole pour une question? Je ne suis pas abusé du temps parce qu'on est arrivé au bout, mais juste une petite De toute question. façon, vous serez le dernier à D'accord. pouvoir poser la question avant que nous nous saluions tous. J'en suis honoré. Donc, une petite question pour Gilles. Sur la partie pédagogique, il me semble que la grosse différence entre Cano et Coubertin, c'est que Cano agit depuis l'intérieur du système. Il était fonctionnaire de l'enseignement. Toute la journée, on a mentionné tout ce qu'il a fait de l'intérieur du système, alors que Coubertin n'est jamais rentré dans le système. Il a agi de manière brillante, avec des ouvrages, avec des associations, avec un certain nombre de choses de l'extérieur. La question, c'est pourquoi, alors qu'il était largement intellectuellement équipé pour rentrer dans le système, pourquoi, et en termes de diplôme aussi, enfin, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, pourquoi n'a-t-il pas agi de l'intérieur du système éducatif, puisque sa véritable passion, vous l'avez dit, c'était la pédagogie, c'était l'enseignement. On le connaît tous par les Jeux Olympiques, mais, corrigez si je me trompe, mais enfin, sa véritable passion, c'est la pédagogie, c'est l'éducation. Alors peut-être quelques pistes, c'est qu'à l'origine, de par son histoire familiale, hein, il se devait d'être politicien ou militaire, hein, et puis finalement, pour différentes raisons, il a bifurqué ailleurs, mais en refusant un petit peu d'entrer en tant que politicien et en tant que militaire, il est resté en dehors, on va dire, de ces institutions. Par contre, je trouve qu'il avait une compétence dont je ne m'explique pas totalement d'où elles viennent, à créer des réseaux d'influence qui lui ont permis de rebondir tout au long de ces années. Alors, à la fois hors institution, mais en même temps en pouvant solliciter quelquefois des institutions très, très différentes les unes des autres. Mais en tout cas, pour moi, c'est encore un axe à creuser sur ces dimensions qui font que, alors effectivement, on parle du travail de Cholet, c'est intéressant sur la deuxième croisade. Hein, il y a un ouvrage qui est pas intéressant là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre contact avec le Bureau international du travail. Il est capable de rencontrer Edström, qui est à la fois au CIO, mais qui est aussi au Bureau international du travail. Donc, il y a quelque part une compétence là qui est généreuse. Et puis, alors peut-être un dernier point sur le fait qu'il ne soit pas universitaire. On peut considérer que ça a pu être perçu par les milieux environnants comme quelque chose on va dire, d'handicapant pour lui, et notamment dans les relations qu'il pouvait avoir avec Ferdinand Buisson. Peut-être, il pouvait y avoir des relations que j'appellerais plutôt amicales, on va dire, hors caméra, même s'il n'y avait pas beaucoup de caméras à l'époque, mais que par contre, institutionnellement, on considérait que ces personnes-là n'étaient pas forcément des personnes reliées. C'est comme ça qu'à la Bibliothèque nationale, on voit des ouvrages de Coubertin qui, avec le nom de Ferdinand Buisson, qui remercie Coubertin de ce qu'il a fait.